Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Voyage au bout de la nuit sur D8, merci d'être avec nous. Nous poursuivons ce soir la lecture des Misérables de Victor Hugo. Nous en sommes au 7e chapitre du livre 2. Il se demanda si la société humaine pouvait avoir le droit de faire également subir à ses membres, dans un cas son imprévoyance déraisonnable, et dans l'autre cas sa prévoyance impitoyable, et de saisir à jamais un pauvre homme entre un défunt et un excès, défaut de travail, excès de châtiment. S'il n'était pas exorbitant que la société traita ainsi précisément ses membres les plus mal dotés dans la répartition de biens que fait le hasard, et par conséquent les plus dignes de ménagement. Ces questions faites et résolues, il jugea la société et la condamna. Il la condamna à sa haine. Il la fit responsable du sort qu'il subissait et se dit qu'il n'hésiterait peut-être pas à lui en demander compte un jour. Il se déclara à lui-même qu'il n'y avait pas équilibre entre le dommage qu'il avait causé et le dommage qu'on lui causait. Il conclut enfin que son châtiment n'était pas, à la vérité, une injustice, mais qu'à coup sûr c'était une inquité. La colère peut être folle et absurde. On peut être irrité à tort, on n'est indigné que lorsqu'on a raison, au fond, par quelque côté. Jean Valjean se sentait indigné. Et puis la société humaine ne lui avait fait que du mal. Jamais il n'avait vu d'elle que ce visage courroucé qu'elle appelle sa justice et qu'elle montre à ceux qu'elle frappe. Les hommes ne l'avaient touché que pour le meurtrier, que pour le meurtrir. Tout contact avec lui avait été un coup. Jamais, depuis son enfance, depuis sa mère, depuis sa sœur, jamais il n'avait rencontré une parole amie et un regard bienveillant. De souffrance en souffrance, il arriva peu à peu à cette conviction que la vie était une guerre et que dans cette guerre il était le vaincu. Il n'avait d'autre arme que sa haine. Il résolut de l'aiguiser au bagne et de l'emporter en s'en allant. Il y avait à Toulon une école pour le chiourme, tenue par des frères ignorantins, où l'on enseignait le plus nécessaire à ceux de ces malheureux qui avaient de la bonne volonté. Il fut du nombre des hommes de bonne volonté. Il alla à l'école à 40 ans et apprit à lire, à écrire, à compter. Il sentit que fortifier son intelligence, c'était fortifier sa haine. Dans de certains cas, l'instruction et la lumière peuvent servir de rallonge au mal. Cela est triste à dire, après avoir jugé la société qui avait fait son malheur, il jugea la providence qui avait fait la société. Il la condamna aussi. Ainsi, pendant ses 19 ans de torture et d'esclavage, cette âme monta et tomba en même temps. Il y entra de la lumière d'un côté et des ténèbres de l'autre. Jean Valjean n'était pas, on l'a vu, d'une nature mauvaise. Il était encore bon lorsqu'il arriva au bagne. Il y condamna la société et sentit qu'il devenait méchant. Il y condamna la providence et sentit qu'il devenait impie. Ici, il est difficile de ne pas méditer un instant. La nature humaine se transforme-t-elle ainsi de fond en comble et tout à fait ? L'homme créé par bon par Dieu, peut-il être fait méchant par l'homme ? L'âme peut-elle être refaite tout d'une pièce par la destinée et devenir mauvaise, la destinée étant mauvaise ? Le cœur peut-il devenir difforme et contracter des laideurs et des infirmités incurables sous la pression d'un malheur disproportionné, comme la colonne vertébrale sous une voûte trop basse ? N'y a-t-il pas dans toute âme humaine, n'y avait-il pas dans l'âme de Jean Valjean en particulier, une première étincelle, un élément divin, incorruptible dans ce monde, immortel dans l'autre, que le bien peut développer, attiser, allumer, enflammer et faire rayonner splendidement, et que le mal ne peut jamais entièrement étreindre ? Question grave et obscure, à la dernière desquelles tout physiologiste eût probablement répondu non, et sans hésiter, s'il eût vu à Toulon, aux heures de repos, qui étaient pour Jean Valjean des heures de rêverie, assis, les bras croisés, sur la barre de quelque cabestan, le bout de sa chaîne enfoncé dans sa poche pour l'empêcher de traîner,
ce galérien morne, sérieux, silencieux et pensif, paria des lois qui regardaient l'homme avec colère, damné de la civilisation qui regardait le ciel avec sévérité. Certes, et nous ne voulons pas le dissimuler, le physiologiste observateur eût vu là une misère irrémédiable, et il eût plaint peut-être ce malade du fait de la loi, mais il n'eût pas même essayé de traitement. Il eût détourné le regard des cavernes qu'il aurait entrevues dans cette âme, et, comme Dante de la porte de l'enfer, il eût effacé de cette existence le mot que le doigt de Dieu écrit pourtant sur le front de tout homme, espérance. Cet état de son âme que nous avons tenté d'analyser était-il aussi parfaitement clair pour Jean Valjean que nous avons essayé de le rendre pour ceux qui nous lisent ? Jean Valjean voyait-il distinctement, après leur formation, et avait-il vu distinctement, à mesure qu'il se formait, tous les éléments dont se composait sa misère morale ? Cet homme rude et illettré s'était-il bien nettement rendu compte de la succession d'idées par laquelle il était, degré à degré, monté et descendu jusqu'au lugubre aspect qui était depuis tant d'années déjà à l'horizon intérieur de son esprit ? Avait-il bien conscience de tout ce qui s'était passé en lui et de tout ce qui s'y remuait ? C'est ce que nous n'oserions dire, c'est même ce que nous ne croyons pas. Il y avait trop d'ignorance dans Jean Valjean pour que, même après tant de malheurs, il n'y restât pas beaucoup de ce qu'il éprouvait. Par moments, il ne savait pas même bien au juste ce qu'il éprouvait. Jean Valjean était dans les ténèbres. Il souffrait dans les ténèbres. Il haïssait dans les ténèbres. On eût pu dire qu'il haïssait devant lui. Il vivait, habituellement dans cette ombre, tâtonnant comme un aveugle et comme un rêveur. Seulement, par intervalles, il lui venait tout à coup, de lui-même ou du dehors, une secousse de colère, un surcroît de souffrance, un pâle et rapide éclair qui illuminait toute son âme et faisait, brusquement apparaître partout autour de lui, en avant et en arrière, aux lueurs d'une lumière affreuse, les hideux précipices et les sombres perspectives de sa destinée. L'éclair passait, la nuit retombait, et où était-il ? Il ne le savait plus. Le propre des peines de cette nature, dans lesquelles domine ce qui est impitoyable, c'est-à-dire ce qui est abrutissant, c'est de transformer peu à peu, par une sorte de transfiguration stupide, un homme en une bête fauve, quelquefois en une bête féroce. Les tentatives d'évasion de Jean Valjean, successives et obstinées, suffiraient à prouver cet étrange travail fait par la loi sur l'âme humaine. Jean Valjean eut renouvelé ces tentatives, si parfaitement inutiles et folles, autant de fois que l'occasion s'en fut présentée, sans songer un instant aux résultats ni aux expériences déjà faites. Il s'échappait impétueusement comme le loup qui trouve la cage ouverte. L'instinct lui disait « sauve-toi ». Le raisonnement lui eût dit « reste ». Mais devant une tentation si violente, le raisonnement avait disparu. Il n'y avait plus que l'instinct. La bête seule agissait. Quand il était repris, les nouvelles sévérités qu'on lui infligeait ne servaient qu'à l'effarer davantage. Un détail que nous ne devons pas omettre, c'est qu'il était une force physique dont n'approchait pas un des habitants du bagne. À la fatigue, pour filer un câble, pour virer un cabestan, Jean Valjean valait 4 hommes. Il soulevait et soutenait parfois d'énormes poids sur son dos et remplaçait dans l'occasion cet instrument qu'on appelle cric et qu'on appelait jadis orgueil. D'où a pris nom, soit dit en passant, la rue Montorgueil près des Halles de Paris. Ses camarades l'avaient surnommé Jean le Cric. Une fois, comme on réparait le balcon de l'hôtel de ville de Toulon, une des admirables cariatides de Puget qui soutiennent ce balcon se décela et faillit tomber. Jean Valjean, qui se trouvait là, soutint de l'épaule la cariatide et donna le temps aux ouvriers d'arriver. Sa souplesse dépassait encore sa vigueur. Certains forçats, rêveurs perpétuels d'évasion, finissent par faire de la force et de l'adresse combinée une véritable science. C'est la science des muscles. Toute une statique mystérieuse est quotidiennement pratiquée par les prisonniers, ces éternels envieux des mouches et des oiseaux.
Gravir une verticale et trouver des points d'appui là où on voit à peine une saillie était un jeu pour Jean Valjean. Étant donné un angle de mur, avec la tension de son dos et de ses jarrets, avec ses coudes et ses talons emboîtés dans les aspérités de la pierre, il se hissait comme magiquement à un 3e étage. Quelquefois, il montait ainsi jusqu'au toit du bagne. Il parlait peu, il ne riait pas. Il fallait quelque émotion extrême pour lui arracher, 1 ou 2 fois l'an, ce lugubre rire du forçat qui est comme un écho du rire du démon. À le voir, il semblait occupé à regarder continuellement quelque chose de terrible. Il était absorbé en effet. À travers les perceptions maladives d'une nature incomplète et d'une intelligence accablée, il sentait confusément qu'une chose monstrueuse était sur lui. Dans cette pénombre obscure et blafarde où il rampait, chaque fois qu'il tournait le cou et qu'il essayait d'élever son regard, il voyait, avec une terreur mêlée de rage, s'échafauder, s'étager et monter à perte de vue au-dessus de lui, avec des escarpements horribles, une sorte d'entassement effrayant de choses, de lois, de préjugés d'hommes et de faits, dont les contours lui échappaient, dont la masse l'épouvantait et qui n'était autre chose que cette prodigieuse pyramide que nous appelons la civilisation. Il distinguait çà et là dans cet ensemble fourmillant et difforme, tantôt près de lui, tantôt loin et sur des plateaux inaccessibles, quelques groupes, quelques détails vivement éclairés. Ici l'argousin et son bâton, ici le gendarme et son sabre, là-bas l'archevêque mitré, tout en haut dans une sorte de soleil, l'empereur couronné et éblouissant. Il lui semblait que ces splendeurs lointaines, loin de dissiper sa nuit, le rendaient plus funèbre et plus noir. Tout cela, lois, préjugés, faits, hommes, choses, allait et venait au-dessus de lui, selon le mouvement compliqué et mystérieux que Dieu imprime à la civilisation, marchant sur lui et l'écrasant avec je ne sais quoi de paisible dans la cruauté et d'inexorable dans l'indifférence. Âme tombée au fond de l'infortune possible, malheureux homme perdu au plus bas de ces limbes où l'on ne regarde plus, les réprouvés de la loi sentent peser de tout son poids sur leur tête cette société humaine, si formidable pour qui est dehors, si effroyable pour qui est dessous. Dans cette situation, Jean Valjean songeait, et quelle pouvait être la nature de sa rêverie. Si le grain de mil sous la meule avait des pensées, il penserait sans doute ce que pensait Jean Valjean. Toutes ces choses, réalités, pleines de spectres, fantasmagories pleines de réalité, avaient fini par lui créer une sorte d'état intérieur presque inexprimable. Par moments, au milieu de son travail du bagne, il s'arrêtait. Il se mettait à penser. Sa raison, à la fois plus mûre et plus troublée qu'autrefois, se révoltait. Tout ce qui lui était arrivé lui paraissait absurde. Tout ce qui l'entourait lui paraissait impossible. Il se disait « c'est pas un rêve ». Il regardait l'argousin debout, à quelques pas de lui. L'argousin lui semblait un fantôme. Tout à coup, le fantôme lui donnait un coup de bâton. La nature visible existait à peine pour lui. Il serait presque vrai de dire qu'il n'y avait point pour Jean Valjean de soleil, ni de beaux jours d'été, ni de ciel rayonnant, ni de fraîche aube d'avril. Je ne sais quel jour de soupirail éclairait habituellement son âme. Pour résumer, en terminant, ce qui peut être résumé et traduit en résultat positif dans tout ce que nous venons d'indiquer, nous nous bornerons à constater qu'en 19 ans, Jean Valjean, l'inoffensif émondeur de Faverolles, le redoutable galérien de Toulon, était devenu capable, grâce à la manière dont le bagne l'avait façonné, de 2 espèces de mauvaises actions. Premièrement, d'une mauvaise action rapide, irréfléchie, pleine d'étourdissement, toute d'instinct, sorte de représailles pour le mal souffert. Deuxièmement, d'une mauvaise action grave, sérieuse, débattue en conscience et méditée avec les idées fausses que peut donner un pareil malheur. Ces préméditations passaient par les 3 phases successives que la nature d'une certaine trempe peuvent seules parcourir. Raisonnement, volonté, obstination. Il avait pour mobile l'indignation habituelle, l'amertume de l'âme, le profond sentiment des iniquités subies, la réaction, même contre les bons, les innocents et les justes, s'il y en a.
Le point de départ comme le point d'arrivée de toutes ces pensées était la haine de la loi humaine. Cette haine qui, si elle n'est arrêtée dans son développement par quelque incident providentiel, devient, dans un temps donné, la haine de la société, puis la haine du genre humain, puis la haine de la création et se traduit par un vague et incessant, brutal désir de nuire, n'importe à qui, à un être vivant quelconque. Comme on voit, ce n'était pas sans raison que le passeport qualifiait Jean Valjean d'homme très dangereux. D'année en année, cette âme s'était desséchée de plus en plus, lentement mais fatalement. À cœur sec, œil sec. À sa sortie du bagne, il y avait 19 ans qu'il n'avait versé une larme. Chapitre 8. L'onde et l'ombre. Un homme à la mer! Qu'importe, le navire ne s'arrête pas. Le vent souffle, ce sombre navire-là a une route qu'il est forcé de continuer. Il passe. L'homme disparaît puis reparaît. Il plonge et remonte à la surface. Il appelle, il tend le bras, on ne l'entend pas. Le navire, frissonnant sous l'ouragan, est tout à sa manœuvre. Les matelots et les passagers ne voient même plus l'homme submergé. Sa misérable tête n'est qu'un point dans l'énormité des vagues. Il jette des cris désespérés dans les profondeurs. Quel spectre que cette voile qui s'en va! Il la regarde frénétiquement. Elle s'éloigne, elle blêmit, elle décroît. Il était là tout à l'heure, il était de l'équipage. Il allait et venait sur le pont avec les autres, il avait sa part de respiration et de soleil. Il était un vivant. Maintenant, que s'est-il donc passé? Il a glissé, il est tombé, et c'est fini. Il est dans l'eau monstrueuse, il n'a plus sous les pieds que de la fuite et de l'écroulement. Les flots déchirés et déchiquetés par le vent l'environnent hideusement, les roulis de l'abîme l'emportent, tous les haillons de l'eau s'agitent autour de sa tête, une populace de vagues crache sur lui, crache sur lui, de confuses ouvertures le dévorent à demi. Chaque fois qu'il enfonce, il entrevoit des précipices pleins de nuit, d'affreuses végétations inconnues le saisissent, lui nouent les pieds, le tirent à elle. Il sent qu'il devient abîme, il fait partie de l'écume. Les flots se le jettent de l'un à l'autre, il boit l'amertume. L'océan lâche, s'acharne à le noyer, l'énormité joue avec son agonie. Il semble que toute cette eau soit de la haine. Il lutte pourtant, il essaie de se défendre, il essaie de se soutenir, il fait effort, il nage. Lui, cette pauvre force tout de suite épuisée, il combat l'inépuisable. Où donc est le navire? Là-bas, à peine visible dans les pâles ténèbres de l'horizon. Les rafales soufflent, toutes les écumes l'accablent. Il lève les yeux et ne voit que les lividités des nuages. Il assiste, agonisant, à l'immense démence de la mer. Il est supplicié par cette folie. Il entend les bruits étrangers à l'homme qui semblent venir d'au-delà de la terre et dont ne sait quel dehors effrayant. Il y a des oiseaux dans les nuées, de même qu'il y a des anges au-dessus des détresses humaines, mais que peuvent-ils pour lui? Cela vole, chante et plane, et lui, il râle. Il se sent enseveli à la fois par ces deux infinis, l'océan et le ciel. L'un est une tombe, l'autre est un linceul. La nuit descend, voilà des heures qu'il nage, ses forces sont à bout. Ce navire, cette chose lointaine où il y avait des hommes, s'est effacé. Il est seul dans le formidable gouffre crépusculaire. Il enfonce, il se roidit, il se tord. Il sent au-dessous de lui les vagues monstres de l'invisible. Il appelle. Il n'y a plus d'homme. Où est Dieu? Il appelle. Quelqu'un, quelqu'un! Il appelle toujours. Rien à l'horizon, rien au ciel. Il implore l'étendue, la vague, l'algue, l'écueil. Cela est sourd. Il supplie la tempête. La tempête imperturbable n'obéit qu'à l'infini. Autour de lui, l'obscurité, la brume, la solitude, le tumulte orageux et inconscient, le plissement indéfini des eaux farouches.
En lui l'horreur et la fatigue. Sous lui la chute, pas de point d'appui. Il songe aux aventures ténébreuses du cadavre dans l'ombre illimitée. Le froid, sans fond, le paralyse. Ses mains se crispent et se ferment et prennent du néant. Vent, nuées, tourbillons, souffles, étoiles inutiles. Que faire? Le désespéré s'abandonne, qui hélas prend le parti de mourir. Il se laisse faire, il se laisse aller. Il lâche prise et le voilà qui roule à jamais dans les profondeurs lugubres de l'engloutissement. Ô marche implacable des sociétés humaines, perte d'hommes et d'âmes chemin faisant, océan où tombe tout ce que laisse tomber la loi, disparition sinistre du secours, ô mort morale. La mer, c'est l'inexorable nuit sociale où la pénalité jette ses damnés. La mer, c'est l'immense misère. L'âme, à volo dans ce gouffre, peut devenir un cadavre. Qui la ressuscitera? Chapitre 9. Nouveau grief. Quand vint l'heure de la sortie du bagne, quand Jean Valjean entendit à son oreille ce mot étrange, « Tu es libre », le moment fut invraisemblablement inouï. Un rayon de vive lumière, un rayon de la vraie lumière des vivants, pénétra subitement en lui. Mais ce rayon ne tarda point à pâlir. Jean Valjean avait été ébloui de l'idée de la liberté. Il avait cru à une vie nouvelle. Il vit bien vite ce que c'était qu'une liberté à laquelle on donne un passeport jaune. Et autour de cela, bien des amertumes. Il avait calculé que sa masse, pendant son séjour au bagne, aurait dû s'élever à 171 francs. Il est juste d'ajouter qu'il avait oublié de faire entrer dans ses calculs le repos forcé des dimanches et fêtes qui, pour 19 ans, entraînait une diminution de 24 francs environ. Quoi qu'il en fût, cette masse avait été réduite, par diverses retenues locales, à la somme de 109 francs 15 sous qui lui avait été comptée à sa sortie. Il n'y avait rien compris et se croyait lésé. Disons le mot, volé. Le lendemain de sa libération, à Grasse, il vit devant la porte d'une distillerie de fleurs d'oranger des hommes qui déchargeaient des ballots. Il offrit ses services. La besogne pressait, on les accepta. Il se mit à l'ouvrage. Il était intelligent, robuste et adroit. Il faisait de son mieux. Le maître paraissait content. Pendant qu'il travaillait, un gendarme passa, le remarqua et lui demanda ses papiers. Il fallut montrer le passeport jaune. Cela fait, Jean Valjean reprit son travail. Un peu auparavant, il avait questionné l'un des ouvriers sur ce qu'il gagnait à cette besogne par jour. On lui avait répondu 30 sous. Le soir venu, comme il était forcé de repartir le lendemain matin, il se présenta devant le maître de la distillerie et le pria de le payer. Le maître ne proféra pas une parole et lui remit 25 sous. Il réclama. On lui répondit « Cela est assez bon pour toi ». Il insista. Le maître le regarda entre les deux yeux et lui dit « Gare le bloc ». Là encore, il se considéra comme volé. La société, l'État, en lui diminuant sa masse, l'avait volé en grand. Maintenant, c'était le tour de l'individu qui le volait en petit. Libération n'est pas délivrance. On sort du bagne, mais non de la condamnation. Voilà ce qui lui était arrivé à Grasse. On a vu de quelle façon il avait été accueilli à Digne. Chapitre 10. L'homme réveillé. Donc, comme 2 heures du matin sonnaient à l'horloge de la cathédrale, Jean Valjean se réveilla. Ce qui le réveilla, c'est que le lit était trop bon. Il y avait 20 ans bientôt qu'il n'avait couché dans un lit, et quoiqu'il ne se fût pas déshabillé, la sensation était trop nouvelle pour ne pas troubler son sommeil. Il avait dormi plus de 4 heures, sa fatigue était passée. Il était accoutumé à ne pas donner beaucoup d'heures au repos. Il ouvrit les yeux et regarda un moment dans l'obscurité autour de lui, puis il les referma pour se rendormir. Quand beaucoup de sensations diverses ont agité la journée,
Quand des choses préoccupent l'esprit, on s'endort, mais on ne se rendort pas. Le sommeil vint plus aisément qu'il ne revient. C'est ce qui arriva à Jean Valjean. Il ne put se rendormir et se mit à penser. Il était dans un de ces moments où les idées qu'on a dans l'esprit sont troubles. Il avait une sorte de va-et-vient obscur dans le cerveau. Ses souvenirs anciens et ses souvenirs immédiats y flottaient pêle-mêle et s'y croisaient confusément, perdant leur forme, se grossissant démesurément, puis disparaissant tout à coup comme dans une eau frangeuse et agitée. Beaucoup de pensées lui venaient, mais il y en avait une qui se représentait continuellement et qui chassait toutes les autres. Cette pensée, nous allons la dire tout de suite. Il avait remarqué les 6 couverts d'argent et la grande cuillère que Madame Magloire avait posée sur la table. Ces 6 couverts d'argent l'obsédaient. Ils étaient là, à quelques pas. À l'instant où il avait traversé la chambre d'à côté pour venir dans celle où il était, la vieille servante les mettait dans un petit placard à la tête du lit. Il avait bien remarqué ce placard. À droite, en entrant par la salle à manger. Ils étaient massifs et de vieille argenterie. Avec la grande cuillère, on en tirerait au moins 200 francs. Le double de ce qu'il avait gagné en 19 ans. Il est vrai qu'il eût gagné davantage si l'administration ne l'avait pas volé. Son esprit oscilla toute une grandeur dans des fluctuations auxquelles se mêlaient bien quelques luttes. 3 heures sonnèrent. Il rouvrit les yeux, se dressa brusquement sur son séant, étendit le bras et tâta son havresac qu'il avait jeté dans le coin de l'alcôve, puis il laissa prendre ses jambes et poser ses pieds à terre, et se trouva, presque sans savoir comment, assis sur son lit. Il resta un certain temps rêveur dans cette attitude qui eut quelque chose de sinistre pour quelqu'un qui l'eût aperçu ainsi dans cette ombre, seul éveillé dans la maison endormie. Tout à coup, il se baissa, ôta ses souliers et les posa doucement sur la natte près du lit, puis il reprit sa posture de rêverie et redevint immobile. Nous poursuivrons cette lecture dans un prochain numéro. Merci d'avoir été avec nous sur D8 et à très bientôt.